Les trois sorciers de Smart Bourse, le troisième vendredi du mois pour faire le bilan de l'échéance sur les marchés. Le contrat futur sur le CAC 40 a expiré tout à l'heure, le futur avril. On est donc désormais sur le mois de mai pour ceux qui traitent le futur CAC. Et nos trois sorciers sont là. Donc Philippe Béchade en visioconférence avec nous. Bonsoir Philippe, merci beaucoup d'être avec nous. Rédacteur en chef La Bourse au quotidien et président des Éconoclastes. Et en plateau, à mes côtés, Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil. Salut Jean-Louis, merci d'être là. Bonsoir. Et Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Romain, le bilan déjà de cette journée d'échéance sur le marché, qu'est-ce qu'on peut retenir qu'on bat un record d'une certaine manière? Bonjour. Oui, on bat un record, sixième échéance d'affilée de progression sur les marchés dérivés. C'était assez rare, mais mes données ne remontent qu'à 2013, mais c'était un record de 2013 qui était 5 échéances d'affilée en progression, et on n'était monté que de 590 points, 589 points. En 5 échéances. En 5 échéances. Ah oui, donc. Là, c'était ridicule. Là, c'est 1363,90 depuis le mois d'octobre, depuis l'échéance du mois d'octobre. Donc, c'était effectivement un record, une grosse progression. Alors, c'est à relativiser, parce que sur l'échéance de mars 2020, on était descendu de 1956 points d'un coup. Donc, oui. Comme on dit en bourse, on est descendu par l'ascenseur et on monte par l'escalier. C'est plus long. Voilà. Donc, effectivement, record, des niveaux importants. On a franchi aussi des seuils de long terme, puisque c'était les niveaux sur lesquels on plafonnait en 2020 et qu'on a réussi à déborder cette zone-ci un peu au-delà des 6100 points. Donc, pour marquer de nouveaux records récents, en tout cas. Et donc, une échéance, c'est un peu... Oui, c'est un mot important. Enfin, sur le plan du symbole, en tout cas, effectivement, on a complètement effacé la crise pandémique. Et maintenant, tout le monde a en tête les records historiques du CAC 40 hors dividende de l'an 2000. Non, mais on va en parler. Mais on les a en tête. C'est le sujet. On les a en tête. Qu'est-ce qu'on peut dire du rapport de force là entre les acheteurs et les vendeurs dans ce marché aujourd'hui, Romain? Alors déjà, sur le futur CAC 40, il y a eu de l'intérêt sur cette échéance qui s'est construite un peu. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur l'échéance, sur le futur CAC 40, sur l'échéance en cours, en général, il y a depuis plusieurs années de l'ordre de 300 000 contrats ouverts. C'est plus ou moins ce chiffre-là, c'est une grosse moyenne, mais on était descendu en avril dernier à 170 000 contrats ouverts sur l'échéance en cours, donc vraiment dans le creux. On était remonté depuis aux alentours de 250 000 contrats en moyenne, et là, on a plutôt terminé aux alentours de 275 000 contrats. Donc on s'approche de la moyenne. Là aussi, les choses se normalisent. Elles se normalisent un peu, et ça a été le cas, ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, donc sur cette échéance. Donc ça s'est construit. Donc de l'intérêt, un peu de construction, avec des zones bien identifiées qu'on détaillera, mais où effectivement il y a eu plus ou moins d'intérêt, des zones un peu de gruyère dans cette hausse, dans cette construction. On sent qu'il y a un peu moins de participation depuis quelques temps, et probablement ce qui va être intéressant, c'est de dire que depuis un peu au-delà des 6 000 points, il y a plus d'arbitrage et de spéculation que de fonds. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que beaucoup aient payé encore ces niveaux-là. Le volume a été moyen mais régulier, aux alentours des 3 milliards, 3 milliards 3 tous les jours quasiment. 4 milliards aujourd'hui, c'est pas extraordinaire un jour d'échéance, même si c'est pas une échéance majeure. Et donc, un intérêt qui est un petit peu moyen, qui est plus des drivers techniques, à mon avis, récemment. C'est-à-dire qu'on a l'idée que les investisseurs se laissent porter par un mouvement qui est haussier fort, mais qu'on a plus de mal à payer les niveaux actuels, à mon avis. Alors, du côté des forces, on a un niveau de couverture qui était fort et qui est monté progressivement tout au long de l'échéance d'avril. Ça avait commencé avec, on l'avait signalé, peu de couverture et donc un risque. On a commencé l'échéance d'avril par un trou d'air, et puis on est reparti très fort. On est allé tester cette zone de 5879 points sur le futur CAC 40. Je pense qu'elle est importante à garder en mémoire. Là, on arrive en revanche, alors sur le mois de mai, avec un ratio de couverture qui est vraiment à minima, c'est-à-dire une option d'achat, une option de vente pour une option d'achat. Donc ça, c'est vraiment à surveiller, puisqu'on n'a pas beaucoup d'intérêt. On commence à se découvrir. On commence à se découvrir un peu, mais approche. Voilà. En revanche, en juin et jusqu'en décembre, il n'y a pas de couverture dans les portefeuilles sur les niveaux actuels. Pour retrouver un peu de protection, pour retrouver un peu d'options de vente, il faut descendre jusqu'à 5700, 5800 points. Et jusque-là, il n'y a pas grand-chose. Et ça, ce sont des échéances majeures, et c'était pas le comportement du marché avant. Donc on arrivait sur des poids hauts de marché avec une volatilité qui baisse pas mal quand même, puisque sur mai, juin, elle est aux alentours de 13, à peu près, tu confirmeras. Mais, elle est quand même relativement, elle est descendue assez fortement sur le VIX aussi. Et d'avoir très peu de couverture, ça permet d'identifier des zones de risque et de se dire que
La couverture dans les portefeuilles, ce n'est pas un signal de baisse. Hein. Ça ne veut pas dire que parce qu'on n'est pas couvert, le marché va baisser, mais ça veut dire qu'en revanche, si le marché se mettait à baisser, les investisseurs devraient intervenir pour se protéger, ce qu'ils ne font pas pour l'instant. Alors on peut considérer qu'on est beaucoup monté, que c'est peut-être plus le moment c'est cher de se couvrir, et que comme il y a du cash et qu'on s'est laissé porter, qu'on a des prix de revient qui sont intéressants, on est prêt à supporter un petit trou d'air. Mais ça va être à surveiller. On parlait ces derniers temps avec vous, Romain, notamment d'un optimisme prudent. Ça devient un optimisme tout court, on peut dire les choses comme ça aujourd'hui. C'est ça, c'est pas un optimisme BA complaisant. On n'est pas dans une euphorie, mais il y a un peu moins prudent. Un peu moins prudent, il y a un couple risque-rendement qui commence à être à la défaveur de la hausse. Bon, Jean-Louis, qu'est-ce qui a changé en un mois? Alors là, je rappelle, la compensation du mois de mars, il y a un mois, c'était 6011 points. Pour le CAC, ça c'était la compensation du mois de mars, 6278 points pour celle d'avril. Qu'est-ce qui a changé en un mois dans la dynamique de marché et dans le rapport de force aussi, et l'état des lieux que vous faites du marché? Ouais, on est même parti sur le mois d'avril avec 10 points de moins. Il y avait 10 points de dividendes. Donc c'est 6000, ça fait 4,60 à peu près, un peu plus de 4,60%. Là-dessus, sur les 4,60, il y a déjà 1,5, c'est LVMH. Ouais. 12%, un peu plus de 12% de gains et 12% de poids. Prenez LVMH. 4,5% de hausse, il y a 1,5% de performance sur un mois qui est dû à LVMH. Bien sûr. Spectaculaire quand même. Bah oui, parce que vous prenez LVMH, les valeurs qui montent là, le plus, Alstom elle pèse pas lourd, mais elle a gagné 11%. L'Oréal, elle a gagné 6, elle pèse 6. Oui, 6 x 6, ça fait 0,36. Donc ça va vite. Schneider a beaucoup progressé. Enfin, toutes les grosses capis ont beaucoup monté. Si vous voulez, je pense que personne ne s'attendait à voir un marché monter au-delà des 6000. Et à partir de là, disons avec le gap du 1er avril, les vacances de Pâques, donc quand on a franchi les 6100, ça s'était un peu fragilisé, mais en fait, il n'y a pas de vendeurs. Il y a les vendeurs, si vous voulez, ceux qui voulaient vendre ont vendu. Et là, aujourd'hui, il n'y a plus de vendeurs. Donc il faudrait un catalyseur pour leur faire peur, il n'y en a pas. Et vous avez derrière les banques centrales en soutien, comme un mantra. Donc, il n'y a aucune... Ils ont disparu quand, les vendeurs, Jean-Louis? À partir du moment où il y a une trop grosse divergence entre le niveau de prix des marchés et la perception qu'on peut avoir de l'économie ou de la suite des événements... L'idée que, par exemple, que l'Europe peut-être sera en retard, tout le monde s'en moque. Donc on voit les achats qui vont sur des contrats à terme. C'est ciblé sur l'Eurostoxx. Alors derrière, évidemment, après c'est réparti entre les Français, les Allemands et les autres. Mais avec, si vous voulez, une hausse qui est très bizarre, parce que vous avez ce fameux gap de Pâques. Ensuite, vous avez des marchés, comme ce matin, il part à la baisse un tout petit peu. À 9h, ça ouvre. Poum, en 10 minutes, il prend 30 points, 25-30 points, il ne bouge plus, et puis il repart après. Donc c'est des mouvements qui sont violents. Après, il ne se passe plus rien pendant des heures parfois. Aujourd'hui, ça a été assez régulier, mais parfois c'est des heures où il n'y a rien. Et puis tout d'un coup, le soir, souvent, avec évidemment peut-être les marchés américains aussi qui ont moins performé, mais quand ils performaient, nous, on accélérait, si vous voulez. Donc, quand ils faisaient rien ou qu'ils baissaient, nous, on montait un peu même. Et quand eux repartaient, ça nous boostait encore un peu plus. Voilà, donc cette construction, c'est vrai qu'elle n'est pas agréable pour des gens qui font du trading intraday, parce que vous ratez le coche, vous êtes foutu, quoi. Non, mais comme le disait Romain, pour des gérants ou des investisseurs, même particuliers, qui ne sont pas dans l'intraday, se laisser porter ça, c'est royal. Oui, non, mais moi, par exemple, j'ai eu du bol ce matin, j'ai acheté le CAC, le DAX au plus bas, mais j'ai vendu beaucoup trop vite. Mais si vous voulez, c'est la systématisation d'un comportement qui fait qu'un écart type, je vends, c'était pas négligeable non plus, mais... Puis après, je me dis, je vais essayer de reprendre. Alors, il y a eu un retracement à un moment donné, un petit retracement. J'ai acheté des calls, voilà. Et parce que, justement, comme tu le disais, on est à 12 de vol, 12,5, 13. Et encore, quand tu prends out, tu tombes à 11. Donc, on achète des options d'achat pas chères du tout. Celles que j'avais achetées, par exemple, sur le mois d'avril, pour couvrir des ventes de futurs, notamment. Mais les calls, ils ont triplé, quadruplé, bien évidemment, puisque le marché a tellement progressé. Vous vous rendez compte, il a progressé de 11% en novembre. Bon.
0,8 à peu près en décembre, janvier 1,3, ensuite 2,80, 4,10, 4,60. C'est là que ça accélère. Le mois prochain, on va aller où? Bon, mais quand vous lisez les commentaires des analystes, c'est très drôle parce que ils savent plus quoi dire. Ils savent plus quoi dire. Ben oui, parce que à part les banques centrales, ne vous inquiétez pas, ils seront là en soutien de l'économie sans arrêt. Ok, mais et donc le marché est fragile ou pas, vulnérable ou pas là? Ou est-ce que l'idée de se laisser porter encore, c'est finalement la meilleure chose à faire? La seule vulnérabilité, la fragilité qu'il a eue, c'est qu'il a fait du surplace après le franchissement des 6100. D'accord. Ben, il est reparti. Il n'y a eu aucun catalyseur. Ouais. Et à chaque fois, regardez, on nous dit Johnson & Johnson, le vaccin n'est pas très au top. Le marché a perdu 30 points vite fait. Et puis ça crée un contre-pied en fait. Ouais. Ils sont venus vendre et puis c'est reparti en 2 secondes. Ouais. Enfin, il n'y a que ça. Philippe Béchade, qu'est-ce qui vous a intéressé au cours des dernières semaines sur les marchés actions? On peut noter aussi les flux. Les flux, alors peut-être pas spécifiquement à Paris ou sur l'Europe, mais quand on regarde les flux dirigés vers les fonds actions globaux dans le monde, on constate que c'est assez intense, semaine après semaine. Le comptage fait par les équipes de Bank of America, par exemple, nous disait sur les 4-5 premiers mois de l'année, on a eu autant de collecte sur les marchés actions globaux, sur les fonds actions globaux, qu'au cours de la décennie passée, par exemple. Exactement. On a eu en 5 mois une collecte qui représente 3 fois et demi la collecte depuis 2008 en fait. Alors c'est vrai que chaque année, il y a des flux rentrants, des flux sortants, et puis quand on fait le total, sur 12 ans, on arrive à un montant de 145 milliards. Là, on est à plus de 575 milliards depuis novembre dernier. Donc c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, de sans précédent. Mais l'événement qui m'a le plus interpellé, en fait, il est bien tombé, puisque c'était hier à 14h30. Alors, j'avais affiché sur mes écrans tout ce qui concernait les marchés obligataires, T-bonds, OAT, etc. Et à 14h30, tombent les statistiques, on va dire pratiquement les plus fulgurantes depuis 6 mois sur la consommation aux États-Unis. La réduction du chômage, on attendait aller moins 40, moins 45 000, on est à moins 185 000, donc 4 fois plus de demandeurs d'allocations qui disparaissent. Je ne sais pas s'ils se sont donné le mot ou dès qu'ils ont reçu le chèque fédéral de 1400, ils se sont dit c'est plus la peine de s'inscrire aux ACDIC locales. Non, c'est des chiffres que personne n'anticipait. Et j'avais vraiment toutes les courbes sous le nez au moment où les chiffres sortent. Et alors là, aux stupéfactions, ça frémit à peine sur le T-bond. Il était sur des 1,62,5, on le voit à 1,63,50. 2 minutes plus tard, on repasse sous 1,62. Et 2 heures et demie plus tard, après les statistiques les plus fortes, je pense, depuis juin 2020, on voit le rendement des T-bonds américains chuter de 9, puis même 10 points de base, alors qu'en fait, les chiffres qu'on venait d'avoir, qui étaient tellement au-delà des attentes les plus optimistes ou exubérantes, c'était un coup à revoir le rendement du T-bond à 73, à 74. On ne s'attendait absolument pas à voir moins 10 points. Les plus 10, on se serait dit, ouais, on va certainement avoir une croissance forte de l'inflation. On est évidemment ravis de ces prémices de croissance, mais fatalement, les banques centrales devront peut-être à un moment en tenir compte. Je suis d'accord avec vous, Philippe, c'est l'énigme de la semaine. Je suis entièrement d'accord avec vous. Là, cette baisse de 10 points de base du 10 ans américain sur des nouvelles spectaculaires. Tout le monde attendait des gros chiffres sur la consommation, les ventes au détail, mais personne n'attendait le plus 10 qu'on a eu d'un mois sur l'autre pour les ventes au détail aux États-Unis. D'autant, je rajoute, et puis vous allez essayer de nous expliquer l'énigme, Philippe, j'imagine que vous avez des pistes d'explication, mais d'autant que le 10 ans américain s'était déjà un peu détendu depuis son pic marqué il y a 3 semaines de ça, je crois, à 1,77 et des poussières. On n'était pas du tout sur les niveaux les plus élevés qu'on avait pu atteindre récemment. Alors, c'est quoi quelles sont les clés de cette énigme, Philippe ?
Alors, Grégoire, vous avez tout à fait raison. On aurait pu se dire, ah oui, ces chiffres sont peut-être plus forts qu'attendus. Enfin, on a tellement finalement devancé la musique, on a tellement extrapolé l'inflation que finalement, finalement on a des chiffres qui confirment un petit peu nos hypothèses et boum, ça rechute. Mais là, on est dans la continuation d'un mouvement de repli des rendements qui durent effectivement depuis une douzaine de séances, et là, ça accélère fortement à la baisse. Alors, il faut savoir comment les choses fonctionnent, enfin, je pense que ceux qui nous regardent le savent, mais quand vous avez une statistique ou les minutes de la Fed qui sortent à 20h, à 20h et quelques centièmes de seconde plus tard, vous avez tous les logiciels qui ont complètement analysé les textes à la virgule près, à l'adjectif près, qui réagissent en fonction d'hypothèses. C'est-à-dire que si vous avez un chiffre qui est 20% supérieur aux attentes, vous avez une réaction algorithmique, on va dire mesurée. Si le chiffre est supérieur de 50%, là ça commence à secouer un petit peu. Et quand vous êtes à 60-70% au-delà des attentes, on peut s'attendre effectivement à une réaction forte. Ce sont des réactions programmées. Évidemment, personne n'a le temps d'appuyer sur un bouton ou de comparer les chiffres et de se dire bon sang, je me gratte le crâne et puis finalement je prends mon clavier. Non, ce sont des machines qui réagissent automatiquement. Donc elles ont toutes réagi forcément dans le même sens hier à 14h30 et elles ont été complètement servies. C'est-à-dire que tout le monde vendait du bon du trésor et en face il y avait un acheteur qui payait tout. Alors pour les vieux de la vieille qui ont travaillé en bourse, quand vous aviez un acheteur qui venait pour tout ramasser, on disait je paye pour taille. Eh bien, c'est exactement ce à quoi on a assisté hier, et qui a les moyens de payer face à tout le marché. Je ne vois qu'un seul acteur, c'est la Banque centrale. Et aux États-Unis, l'intermédiaire de la Banque centrale, et notamment donc pour les programmes de rachat de la Fed, cet intermédiaire s'appelle BlackRock. Voilà, ce sont eux qui exécutent les programmes d'achat de la Fed et qui assurent également la conservation. Donc BlackRock a 9 000 milliards, la Fed a infini et la BCE également a infini, bien même si vous avez un marché qui vend tout. Ça, comme on dit en face, ça fait le job. Mais alors la question qu'on se pose, mais de quoi ont-ils peur? Et bon, ils avaient certainement les chiffres évidemment avant nous. Donc de quoi ont-ils à ce point peur pour empêcher le marché d'avoir une réaction même? Allez, 5-6 points et puis finalement on laisse la poussière retomber. Non, ils étaient là à 14h30 très précise et ils payaient tout. Donc ils étaient déjà dans le marché au moment où les chiffres sont sortis. Donc voilà, il faut se dire que non seulement les indices d'action sont sous contrôle, encadrés dans des canaux haussiers d'une perfection mathématique, et vous avez maintenant le contrôle total sur le marché obligataire. Mais quand on veut empêcher la baisse à ce point, ça devient presque une obsession, il faut bien se demander, mais qu'est-ce qu'ils craignent qu'on ne puisse même pas supporter un retracement de quelques points de base sur les T-bonds et sur le CAC 40. On va dire qu'il y a un mot qui a disparu du lexique des analystes techniques, c'est le mot consolidation, puisque depuis le 26 mars dernier, il n'y a eu aucune consolidation de plus de 1%, 0,90 je crois maximum. Et là, depuis, donc c'est le 24 mars, il n'y a eu aucune consolidation de plus de 0,33%. Et nous en sommes à un ratio, et je vais m'arrêter là, un ratio de 5 séances de hausse pour une seule séance. On ne peut même pas appeler ça de la baisse, de la consolidation à l'horizontale, même pas de quoi se dire je paye les creux. En même temps, les marchés actions montent la plupart du temps, quand même, historiquement. Alors, je ne sais pas, vous disiez tout à l'heure, Romain Dobril, il y a des trous de gruyère dans ce marché. Oui, il y a, en tout cas du côté des marchés dérivés, on observe en fait les constructions avec ou sans intérêt. Et on sait que toute la zone au-delà de 5900 points, 5950 jusqu'à 6015 points environ, s'est construite sur des rachats de short, des rachats de vente à découvert, puisque le nombre de contrats a baissé au fur et à mesure qu'on montait. Et ça pendant près de 100 points, ce qui est
pas rare, mais ça montre quand même que c'était voilà, un mouvement un peu contraint et qu'il n'y avait pas beaucoup de soutien. Au-delà, ça s'est plus construit. Donc ça nous permet d'identifier des zones de risque en fait, sur le marché qui sont d'ailleurs assez cohérentes avec ce qu'on peut lire des niveaux graphiques et techniques. Donc cette zone 5993, 6025 points sur le futur CAC 40, elle est vraiment importante et ça c'est coordonné aussi avec le niveau de couverture qu'on peut lire sur les échéances suivantes. Donc évidemment, comme là, on a progressé de façon très technique, par petits paliers, 36 points sur le futur à peu près, hein, c'est des trading range quotidiens. On est sorti d'un trading range, on a été chercher la borne supérieure. Cette semaine, c'était extrêmement propre, hein, et des cibles 6201,5, on est allé 6212,5 au demi-point près, 6220, on a fait 6221, etc., etc. Au fur et à mesure, la zone suivante, c'était 6246, 6257, on s'est arrêté à 6245,5. Donc c'est dire que voilà, un marché technique, ce qui me fait dire aussi qu'il y avait beaucoup de spéculation et pas de grosses mains parce qu'il n'y a pas de débordement de ces niveaux-là, c'est vraiment très précis, très technique et que c'est beaucoup de l'arbitrage et moins de l'intérêt. Donc oui, ça continue à monter, avec du volume. Il y a certains acteurs qui repartent, des valeurs qui repartent. Pour l'instant, on note pas de complaisance majeure. En tout cas, il y a évidemment un risque qui commence à devenir un peu plus important à court terme. On a des cibles graphiques, en fait, toutes les grosses valeurs ont soit atteint, soit dépassé, tous les grands indices, pardon, ont soit atteint, soit dépassé la borne haute de leur canal haussier de long terme. Le DAX y est arrivé cette semaine, le Dow l'a dépassé il y a quelques mois déjà, le S&P, j'en parle pas, le Nasdaq évidemment, et le CAC 40, le futur CAC 40 en est pas loin, et cette borne, c'est sur le futur CAC 40, la zone 6285-6300. On s'en approche et ça semble une cible peut-être légitime, mais on remonte quand même nos seuils d'alerte pendant ce temps-là. Et le niveau qui est situé aussi, qui n'est pas très étayé, c'est sous 6150, 6170 points, et est un niveau qu'on va surveiller, qu'on va remonter comme notre premier niveau d'alerte en fait, avec des cibles et puis une structure graphique qui est en forme de biseau, une structure donc d'épuisement, alors qui n'est pas très propre, on en avait parlé en début de semaine, on a oscillé toute la semaine sur la borne haute de ce biseau, on a réussi à passer au-dessus, en dessous, non-stop, donc le marché l'a très bien identifié, mais comme on l'escomptait, il n'a pas déclenché de mouvement de baisse sur cette structure-là, et elle est toujours valable, on a travaillé parfaitement dans les bornes encore aujourd'hui, donc un marché toujours hyper technique, mais qui nous permet de remonter alors des horizontales, et c'est pour ça que cette zone 6150-6170 nous paraît un premier niveau d'alerte important. Des extensions, pourquoi pas, pour aller chercher, donc je vous donnais les niveaux 246, 257, 385, 285, 300 aux alentours, et il y a des extensions, pourquoi pas, jusqu'à 338 si on veut avoir des niveaux précis. On va surveiller ce comportement-là. Si on arrive dans cette zone-là, nous, on a déjà allégé des positions. On était investi à 90-95%. On est descendu à 75% d'investissement. Et si on atteint ces niveaux-là, on va penser à se couvrir vraiment cette fois-ci. Voilà. Ou sur rupture de cette zone 6170-6150. Cash. Oui, Jean-Louis. Cash. Oui, mais précise bien parce que. Alors moi là, je parle du futur, mais effectivement. Ah bon, futur juin. Oui. Non, futur mai. Futur mai. Il y a 70 points d'écart effectivement entre les deux. C'est très près, donc. C'est très près. On met une alerte très proche. On remonte une alerte très proche avec des paliers de retracement jusqu'à, dans ces cas-là, 6015 dans un premier temps. 220. 170 ? Ouais, 50 points en dessous. On remonte à alerte court terme, très courte. L'alerte de moyen terme, on l'a reculée en revanche, on l'a mise beaucoup plus loin. Je parle toujours du futur, effectivement, c'est bien de préciser, puisqu'on est dans une période de versement de dividendes. Donc il y a un écart de 68 points ce matin entre le CAC 40 cash et le futur. Donc moi je donne des points sur le futur CAC 40 puisque c'est le produit qu'on peut traiter, qu'on peut négocier. Oui. Donc effectivement, important de le préciser. Donc oui, cette zone 6150-6170, c'est notre première alerte courte, vraiment courte. L'alerte de moyen terme, en revanche, nous on l'a reculé à 5879 qui était l'alerte précédente. Donc en fait, on se laisse dans un mouvement de consolidation assez possible, probable pas pour l'instant, mais assez possible, plus de marge pour retracer. Donc on va voilà, et on observer des paliers que je vous donnais, donc 6150, 6170, 6015 important, et en dessous 5879, 5900. Est-ce qu'on peut croire, vos remarques, vos commentaires, Jean-Louis, est-ce qu'on peut croire au voyage jusqu'à 6900 points ? Ah ben là, comme c'est parti, s'il y a jamais aucun vendeur et que à chaque fois il y a des interventions, alors. Non mais c'est crédible ou pas ? Il y a quelque temps, j'aurais dit non, et là, pourquoi pas. Bah, franchement, je suis déjà un peu estomaqué de la manière dont. Alors, si je vous dis encore une fois, les hausses comme ça le soir, entre 20 et 20, on a eu des mouvements, parfois c'est entre 21h50 et 22h sur le futur, ils viennent tirer le marché, c'est sans arrêt, quoi. Enfin, on voit qu'il y a franchement, il y a une vraie manipulation, alors je ne sais pas à quel niveau,
Mais c'est vrai que c'est compliqué psychologiquement. Alors, pour répondre à Philippe tout à l'heure, la Fed avait vraiment dit qu'ils allaient stopper tout risque d'emballement sur les taux, parce qu'en fait, ils jugent que les statistiques économiques sont vraiment transitoires. C'est-à-dire qu'on passe d'un marasme terrible à une forte reprise. Alors, ça peut expliquer que la Fed soit comme ça intervenue d'une manière extrêmement violente. Alors, maintenant, les marchés actions, c'est différent. On est quand même sur des points très très hauts et on voit comme ça des mains qui viennent payer. Je voyais hier soir, ils sont venus arracher le DAX. Alors ils ont pas. Quand vous dites ils sont venus, personne ne sait qui c'est. Non, mais je sais pas qui c'est qui paye comme ça, mais je sais pas si c'est même des markets, j'en sais rien, mais ils ont quoi? Ils ont acheté quoi? 20 contrats, pas beaucoup, mais ça fait monter. Il y avait plus rien. Mais le DAX a gagné 20 points. C'est pas beaucoup 20 points sur 15 000, mais c'est 20 points, quoi. Psychologiquement, je peux vous dire que 20 points de plus à 22 heures, celui qui est vendeur, ça, et qu'on finit au plus haut, ça lui tape le moral, si vous voulez. Et ce matin, quand il voit que ça part un peu à la baisse, il se dit je vais enfin pouvoir souffler. Il a soufflé une seconde. 9 heures, ouverture. Ce que vous dites, justement, c'est intéressant. C'est comprendre la psychologie des vendeurs qui sont rincés, rétamés et qui n'ont plus le courage d'y aller, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont... c'est pas les signaux. C'est un génocide, là. 6009, non, mais sérieusement, en plus. 6009, on rappelle, c'est quand même le point haut du CAC à l'automne 2000, fin de l'été 2000. C'est ça, 1944, 47, 45. Bon, bref, on va dire 6009. Mais je sais pas, il y a des éléments techniques qui permettent de construire un cas vers les 6900 points. C'est pas comme ça qu'il faut travailler. Il faut surtout guetter, comme tu l'as fait là, des niveaux de retournement, d'alerte, etc. Pour l'instant, on ne voit rien dans le pipeline. Il n'y a rien. En plus, là, c'est la période des résultats. Bon. Oui. C'est les premiers de la classe qui parlent en premier, manifestement, tout se passe bien. C'est la phase euphorique, là. Publicis, c'est magnifique. LVMH, c'est magnifique. L'Oréal, c'est pas mal. Elle a perdu un peu de terrain, elle s'est repris. Oui, elle était au plus haut, quoi, de toute façon. Elle est déjà au top du top. Et les résultats sont pas mal. Et surtout, ils prennent pas mal d'avance sur leurs concurrents, etc. Enfin, ils sont bien placés. Non, pour l'instant, c'est un ciel clair, temps magnifique. Petite brise, on se laisse porter, quoi. Et on rame dans le sens du courant, comme c'est ça. Il y a des plus-values confortables. On était à plus de 12,5% depuis le début de l'année sur l'indice CAC 40. Donc, il n'y a pas vraiment... Et beaucoup d'avance sur certaines valeurs, il n'y a pas vraiment de raison de vendre non plus. Et même en cas d'alerte, il y a du cash et des liquidités. Donc, de payer sur repli, c'est possible aussi. Donc, il y a aussi cette idée-là que même en cas de trou d'air, c'est pour ça que cette zone de 5900 ou un peu en dessous, elle paraît plausible à aller viser. Pour l'instant, on n'a rien qui nous dise qu'on y va. Alors, il y a pas mal de petites choses qui s'accumulent de vulnérabilité, mais court terme. Il y a le fait qu'il y a le sell-in May, il y a quand même la période de l'année, il y a la progression qui a été rapide, l'activité qui est de plus en plus concentrée sur les mid-caps. On le disait, tu l'avais bien décrit à l'échéance dernière. Avant, c'était des mouvements entre 20, 30, 40%. À l'échéance dernière, on disait c'est plutôt 10, 15, 20. Et là, cette échéance-là, c'est plutôt 7, 8, 10, 15 max. Et on a tendance à prendre plus rapidement son bénéfice et à réaliser des écarts plus petits aussi sur les valeurs. Et puis, on constate que sur les small, c'est un peu moins fort aussi. L'indice des small, l'indice des moyens des small. Il y a une partie de spéculation qui, quand même, se diminue un peu. Une pression spéculative qui retombe un peu. Tous sur les indices. Voilà. C'est plus concentré maintenant. Et quand il y a sur les mid, l'indice des small, l'indice des small, lui performe moins. Il est sous-performant par rapport à l'indice CAC 40. L'indice des mid, lui, continue à surperformer pour l'instant. Mais on voit que c'est concentré sur certaines valeurs. Et c'est moins qu'avant où c'était beaucoup plus large. Et puis dans les éléments que vous nous apportez aussi, Romain, intéressant, vous regardez le nombre de valeurs shortées, ou en tout cas pour lesquelles il y a des déclarations d'intérêt vendeurs, donc des titres empruntés pour être vendus sur le marché. Il y avait une quarantaine de valeurs en février pour lesquelles on déclarait des intérêts vendeurs. Alors au-delà de combien du capital? 0,5%. Au-delà de 0,5% du capital. Du flottant. Et là, ce nombre a doublé. C'est-à-dire maintenant, c'est 80 valeurs qui ont plus de 0,5% de leur flottant qui est utilisé pour
De la vente à découvert. Pour la vente à découvert. Donc effectivement, il y a ce petit flux de valeurs qui sont à nouveau vendues et pas que des petites capitalisations. C'était 40 effectivement au mois de février. Ça a donc doublé progressivement et ce sont parmi les 250 à peu près valeurs qui sont éligibles à la vente à découvert en France, donc sur lesquelles qu'on peut vendre et qui font effectivement l'objet de déclaration au-delà de 0,5% du capital vendu. Donc tout petit flux de retour. Enfin, qui a quand même doublé par rapport au mois de février. Donc, il y a effectivement ce mouvement-là aussi qui, à court terme, peut donner qu'un peu de pression. Il y a quand même des valeurs qui sont assez importantes, des grosses capitalisations. Ouais, sauf que le problème, c'est qu'un vendeur à découvert, qu'est-ce que c'est? Un acheteur potentiel. Voilà. Ouais. Je connais mon cul-sac. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est potentiellement qu'est-ce qu'il est. Alors voilà, et ce que vous avez vu Alstom, c'est la plus forte position. Oui, ça à la j'ai vente. été étonné. 17% du Elle a capital pris d'Alstom, c'est ce que vous. Ça, 11%, c'est sur Euronext qu'on trouve C'est ces les chiffres. de l'AMF, ouais. Oui, c'est ça, les chiffres de l'AMF. De l'AMF qui sont publiés régulièrement. Vous pouvez les regarder s'il y a des Vous pouvez les chiffres. regarder. Oui, bien sûr. Non, mais les qui chiffres s'appelle officiels compilés par l'AMF. par Regardez l'AMF, c'est Amsterdam pas- aussi, c'est parce bien. qu'il y a Air France. Ouais. Il y a pas mal de. Il y a voilà, c'est une source qui est l'AMF est très bien parce que c'est un fichier, donc on a l'historique, il y a un site qui s'appelle shortsell.nl, qui est très pratique pour l'avoir d'un seul coup. On n'a pas la progression, l'évolution. En revanche, sur Alstom, oui, ça a augmenté d'1,5% depuis le mois de février aussi. Plus de 17% du capital d'Alstom qui est vendu à découvert. Vendu maintenant, Le donc, titre, plus 11. et le titre Ce mois-ci. c'est quand même repris. Donc oui, il y a cette petite pression. Marché, enfin voilà, à court terme qui est assez technique, qui laisse à penser on flotte un peu et que ça va être difficile de payer dans l'immédiat, mais encore une fois, sur des considérations techniques, on peut continuer à aller chercher 1 ou 2%. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la dynamique, elle est aussi portée par la réactivation de la dynamique haussière sur le Nasdaq. Ça, c'est important de regarder le fonctionnement Depuis des 3 semaines, c'est ça. Ouais. Et il a déclenché un mouvement très propre, pareil, très technique, lié aussi à la baisse des taux du 10 ans américain et qui a été un mouvement graphique très propre. On est allé chercher la première cible et là, on s'attaque, on n'est pas très loin de la deuxième cible, pour moi, qui était importante, c'est aux alentours de 14 350 points et il y a une zone intermédiaire, 13 900 points, autour de laquelle on oscille depuis plusieurs heures. Tant qu'on est porté par cette dynamique, par le Dow Jones qui continue à battre des records, il y a un peu d'énergie dans le marché et donc ça aussi, c'est un signal d'alerte à surveiller, la rupture de ces niveaux techniques. Philippe Béchald, si vous avez quelques points à ajouter à la discussion, et puis je sais pas, dans les événements marquants quand même de la semaine et de l'année peut-être, c'est l'entrée en bourse de Coinbase, hein, c'est des plus grosses IPO ever peut-être depuis Facebook, je crois, ça pèse quasiment 100 milliards, enfin 86 à la clôture du premier jour de bourse, et évidemment on plonge en plein dans le monde des cryptos. Enfin, dans le monde des cryptos ou dans le monde de Lewis Carroll, une entreprise qui fait un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, qui se paye donc immédiatement 100 fois son chiffre d'affaires, avec une capitalisation qui franchit un petit peu le cap des 112 milliards à un moment. Donc j'avais fait le calcul. La BNP, traduit en dollars, c'est 75 milliards de capitalisation. Le Crédit Agricole, c'est 45. Donc, à 10 milliards près, une entreprise qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires, qui doit compter, une grosse centaine de salariés, pèse plus lourd en bourse que la BNP, plus le Crédit Agricole. Donc là, on est au-delà des 250 000 salariés, chiffre d'affaires qui se chiffre, enfin, la conservation, ça s'évalue en milliers de milliards d'euros. Et voilà, on met les deux côte à côte et on ouvre juste de grands yeux. Je ne pense pas que ça appelle davantage de commentaires. Je rappelle qu'Euronext, qui est quand même la deuxième plus grande plateforme au monde après Nasdaq, je crois que sa capitalisation est de 7,5 milliards de dollars. Voilà. Donc Euronext, c'était 7,5 milliards, 112 pour Coinbase. Voilà, je pense que ça, là aussi, ça se passe de commentaires. Alors, on est dans le délire, enfin, je ne sais pas quel terme ça s'applique le mieux, c'est même plus de l'exubérance à ces niveaux-là. Donc, les valorisations, bon, on n'est plus à 100 fois les bénéfices, parce que c'est déjà maintenant quelque chose qui n'étonne plus personne, on le voit sur Tesla, non, c'est 100 fois le chiffre d'affaires. Je ne sais pas si c'est la nouvelle norme.
Donc on est en train de payer 2030, je ne sais pas, on se projette toujours plus loin. Donc qu'est-ce que vous voulez répondre à quelqu'un qui vous dit « Ah oui, mais non, c'est pas les 3 prochaines années de croissance qu'on paye, c'est les 5. Et puis si 5, ça ne suffit pas, c'est les 10 prochaines. » Donc quand on commence à raisonner comme ça, on est quand même dans des contextes de marché, dans des contextes psychologiques où on a eu quand même des accidents. Hein. Alors, il y a aussi la folie des SPAC. Au dernier pointage, on en est à 307 SPAC lancés depuis le début de l'année. 100 milliards de dollars levés. Bon, vous me direz, c'est rien, 100 milliards, puisque c'est la capitalisation de Coinbase. 307 SPAC. Il y en avait eu 230 en 2020 et on avait levé 26 milliards. Donc là, on en a levé 4 fois plus. Et en ce qui concerne les IPO, les introductions en bourse, dans le monde, on est maintenant à 430, et là aussi pour un montant de 105 milliards. Voilà, et sur ces 430, il n'y a pas 10 ou 15% de ces IPO qui concernent des entreprises qui font du chiffre d'affaires ou qui ont, on va dire, des revenus positifs. Enfin, c'est la bulle des dot-com, mais pas au carré, c'est au cube. C'est au cube, voilà. Bon, non, mais j'entends bien, Philippe. Mais alors, c'est intéressant là, dans ce contexte. On va terminer là-dessus parce qu'il nous reste 2 minutes. Comment on explique que l'or, moi, c'est quand même un actif là dont on parlait beaucoup il y a quelques mois, et c'est vrai que l'or, pour l'instant, ne fait toujours rien, Romain. C'est même plutôt décevant. Justement, il fait peut-être quelque chose là depuis quelques jours. Il y avait un point d'entrée à 1694 $ l'once. Ouais. On l'avait pris sans signal, mais parce que c'était un gros niveau de support. Il y a eu un double appui sur cette zone 1671-1694. Et là, on s'attaque à une résistance à 1778 $ l'once qui pourrait permettre une petite accélération haussière. Donc ça a l'air de réagir un petit peu. Je crois que tout ce qu'on décrit là depuis le début de l'émission indique bien qu'il y a de l'intérêt sur les marchés actions. Ouais. Donc pas de peur, on sait que c'est un actif refuge, encore que ça n'a pas été le cas vraiment au moment de la baisse de l'année dernière. Il y a de l'intérêt aussi sur d'autres actifs qui expliquent probablement ce phénomène aussi. Et puis le fait que voilà, il avait très bien progressé, il était passé de 1100 à 2000 $. Pour l'instant, là, on a des niveaux d'entrée. Il y a une consolidation qui a été un peu décevante, effectivement, mais qui peut-être est en train de déclencher des petits signaux à court terme. Donc, peut-être un mouvement de ce côté-là. Mais je crois que tout ce mouvement de force sur les autres actifs. Ouais, il y a tellement d'intérêt ailleurs sur des actifs risqués, en l'occurrence. Et le marché un peu monomaniaque, il aime bien certains actifs par moment et puis plus à d'autres. Et sur l'or, il a été très violent et très fort à un moment aussi. Donc, ça va peut-être changer de prisme dans les jours qui viennent, surtout s'il y a un petit coup de stress. Bon, Jean-Louis, pour conclure, je ne sais pas si on retrouve de l'intérêt sur l'euro-dollar, par exemple. La dernière fois qu'on en parlait, c'était pour dire qu'il ne se passait rien et que ce n'était pas très intéressant. Pas grand-chose non plus. D'accord. Il a fait un rebond technique. Ouais. Bon, là, c'est vrai que je ne vais même pas regarder aujourd'hui. Là. Bon, on est monté quasiment à 1,20, enfin pas loin. C'est la zone de résistance, 1,1980, on est là. Donc 1,1990, nous on a fait vendre. Alors, on a eu 3, 4, 5, 6 replis. Au-dessus de 1,20, on neutralise. Bon, voilà, mais rien de particulier. Sur l'or, c'est le refuge, maintenant, c'est le bitcoin aussi. C'est pour ça. Peut-être que l'or, il reste un peu comme ça, à pas faire grand-chose. Et puis, pour finir avec ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est vrai que quand il parle, quand je l'entends parler, ça me rappelle 2000, les TMT, t'as rien compris, on est dans un nouveau monde. Je l'entends, on rentre dans un nouveau monde. L'Internet, la fibre optique. Ah ouais, ça je me souviens, avec Wave Optical, 0 à la fin, mais bon. Donc voilà, c'est ça qui résonne à mes oreilles. Alors évidemment, c'est toujours différent. On va me dire non, mais c'est différent. Cette fois-ci, t'as pas bien compris, mais c'est différent. Moi, je veux bien tout comprendre. D'ailleurs, non, mais il y aura des Amazon, il y aura des Wave Optical. Je pense qu'on est arrivé à une situation tellement désespérée à un moment donné. On a vu les moyens que pouvaient mettre les États en place. Donc ça crée un sentiment d'euphorie. D'invincibilité, quoi. Voilà, et moi je pense qu'à partir de maintenant, il y a une vraie complaisance. Je disais qu'il n'y en avait pas avant. Là où oui, il y a de l'euphorie et de la complaisance. On s'arrêtera là pour cette échéance, messieurs. Merci beaucoup, les 3 sorciers de Smart Bourse avec nous ce soir. Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil, Philippe Béchade, La Bourse au quotidien et les Éconoclastes, et Romain Daubry, la cellule info d'experts de Bourse Direct.